Suite aujourd'hui des pourparlers indirects entre le Hamas et l'antitessionniste à Sharm el-Sheikh en Égypte. Enfin, météo, température en baisse. Mesdames et messieurs, bonjour. Le rôle de la Commission tunisienne des analyses financières dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la fuite des capitaux au centre d'une rencontre hier à Carthage entre le président de la République Kais Saïed et le gouverneur de la Banque centrale Fathi Zouhair Nouri. Le chef de l'État a mis en garde contre les flux financiers suspects et dénoncé le transfert de sommes d'argent dans l'obscurité entre la Tunisie et l'étranger, sans contrôle ni vérification. Il a appelé à mettre un terme aux pratiques illicites, soulignant la responsabilité des autorités compétentes dans l'application de la loi. Le président de la République a rappelé également que la Banque centrale dispose d'une certaine autonomie, sans pour autant être totalement indépendante, soulignant la nécessité de traduire les indicateurs macroéconomiques positifs en amélioration tangible dans la vie quotidienne des citoyens. Le président de la République a reçu hier également le ministre de l'Agriculture, Azdine Béchir, pour faire le point sur les préparatifs de la récolte d'olives. Le chef de l'État a appelé à assurer le bon déroulement des opérations de récolte, de pressage et de commercialisation de l'huile d'olive, tout en diversifiant les marchés d'exportation, notamment vers l'Asie et l'Amérique du Sud. Kais Saïed a également insisté sur l'appui des petits agriculteurs, la production de semences nationales et la valorisation des richesses du pays sous le label tunisien. Il a par ailleurs déploré la régression des offices agricoles attribués à l'emprise des lobbies et affirmé que la lutte contre ces cartels se poursuit pour restaurer les secteurs stratégiques. Dans le même cadre, la souscription de l'État au 13e renouvellement des ressources du Fonds international pour le développement agricole pour la période 2025-2027 à l'examen ce mardi à l'ouverture de la 4e session ordinaire de l'Assemblée des représentants du peuple. Le FIDA finance des projets agricoles et ruraux ciblant les populations à faible revenu. Le programme inclut l'accès aux dons, l'assistance technique ainsi que des prêts à conditions favorables dont la durée de remboursement peut atteindre les 25 ans avec une période de grâce de 8 ans. Le secteur agricole montre des signes de reprise cette année dans le gouvernorat de Jendouba, porté par la relance des cultures clés comme la pomme de terre et la betterave à sucre, essentielles à l'économie régionale et nationale. Le point avec notre correspondant Jemel Tibi. C'est ainsi que le ministère de l'Agriculture a donné son feu vert pour la reprise de la culture de la betterave à sucre qui fait office d'un produit vital pour la sucrerie de Bembachir, laquelle a été contrainte à l'arrêt pendant des années en raison du manque de production engendré à son tour par le manque d'eau d'irrigation. Cette année, ce sont 3000 hectares de cette culture qui ont été programmés, dont 2000 seront irrigués à partir du barrage de Bouhertma et 1000 autres à partir des sondages profonds de Rardima et de Wedemliz. D'autant plus que le CRDA de Jendouba s'est engagé à fournir les quantités d'eau nécessaires à l'irrigation à hauteur de 20 millions de mètres cubes. Idem pour la culture de la pomme de terre de saison avec la programmation de 500 hectares qui iront à l'approvisionnement du marché national en tubercules. Cette reprise des activités agricoles devrait créer une dynamique socio-économique bénéfique pour tout le secteur agricole, mais aussi pour l'emploi. D'autant plus aussi que cela permet de pérenniser de telles activités qui ont toujours fait l'emblème de cette région où se concentrent aussi nombre de barrages du pays, à l'image de Bouhertma, Bnintir et Barbara, auxquels pourrait s'ajouter un autre barrage programmé sur le Oued Raghaï. À Gafsa, le gouverneur de la région réunit les autorités et acteurs locaux pour faire le point sur la situation environnementale en ville, là où les émissions industrielles pèsent sur la vie quotidienne. Au centre des discussions, la relance du projet de réhabilitation de l'unité d'acide sulfurique du groupe chimique tunisien, une initiative qui pourrait constituer une étape concrète pour améliorer les conditions de vie des habitants. Les détails avec notre correspondant L'Arver Sud. La population locale, notamment les riverains de l'usine d'engrais chimiques, lance un cri d'alerte et sollicite vivement une solution urgente et pertinente au calvaire qu'ils vivent nuit et jour, souvent incommodés et durement touchés par des émanations fréquentes et sporadiques de gaz nocifs et nauséabonds, caractéristiques de l'anhydride sulfurique et de l'anhydride phosphorique, ainsi que des gaz fluorés plus discrets. Les cas d'insuffisance respiratoire et d'incommodité existentielle
ne se compte plus dans les rangs des personnes vulnérables et les enfants en bas âge. Le gouverneur a promis d'accélérer le programme de réhabilitation de l'usine prévu depuis 2019 et resté lettre morte. Ce projet vise à réduire les émissions de dioxyde de soufre à 2,6 kg par tonne produite. L'appel d'offres est déjà en cours de lancement. Financé à hauteur de 80 millions de dinars par l'AFD, l'opération a déjà permis l'acquisition d'un lot d'équipements pour un montant de 20 millions de dinars. Des projets complémentaires estimés à 5 millions de dinars destinés à soutenir et renforcer les efforts de restauration et de correction de la situation environnementale prévalente sont prévus pour assainir totalement le climat ambiant dans cette région. La Tunisie accueille pour la première fois la 21e édition du Corporate Registre Forum. Cet événement international de 4 jours réunit des représentants des registres de commerce de 70 pays ainsi que des institutions financières et experts mondiaux. L'objectif est de discuter de la modernisation des systèmes de registre du commerce, renforcer la transparence et améliorer la lutte contre le blanchiment d'argent. Le forum constitue également un lieu privilégié de réseautage et d'échange entre les secteurs publics et privés, favorisant la collaboration pour l'innovation et la conformité dans la gestion des registres. Adel Choueli, directeur général du RNE, le Registre national des entreprises, au micro de Zain Fers. Plus de 180 personnes venues de 65 pays qui sont présents dans ce forum-là. Aussi, parmi les nouveautés dans la session de Tunis, c'est de faire participer le secteur privé, l'exposition de leur expérience surtout en matière technologique. Et aussi, on a invité de grandes firmes internationales qui ont voulu assister à cet événement pour présenter leurs solutions technologiques et techniques pour la gestion, que ce soit la gestion de database ou la gestion des archives. Maintenant, tous les registres sont ouverts au public. Mais la question, qu'est-ce qui est ouvert publiquement, qu'est-ce qui est protégé par les aspects de droit de protection des données personnelles? Ça, c'est parmi les défis. Deuxièmement, la rapidité d'accès à l'information. Parce que les entreprises, surtout les institutions financières ou les établissements publics, surtout la justice, a besoin de l'information en temps réel et des informations fiables. Il y a l'autre aspect, c'est que la réglementation internationale bouge, et surtout avec l'existence de GAFI et des recommandations de GAFI, qui imposent certaines recommandations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Et ça aussi, nous, en tant que registre, nous impose certaines réglementations. Il nous impose aussi de suivre certaines règles de gestion et certaines règles en matière de prudence, en matière de conformité, en matière aussi d'analyse de données et lutte contre le blanchiment d'argent. Donc un registre intelligent qui pourrait détecter, la fraude ou les présomptions de fraude. Ça, c'est très important dans les années à venir. La Tunisie a digitalisé près de 75% des services offerts par le Registre national des entreprises, avec pour objectif d'atteindre les 100% dans les toutes prochaines années. La transition vers des signatures électroniques et des contrats numériques, essentiels pour la simplification administrative, reste un défi majeur. Adel Choueli, directeur du RNE, au micro de Zain Fers. Quand on parle de la Tunisie, on est quand même à une maturité digitale bien avancée. Mais cela dit qu'il nous reste encore du chemin à faire et surtout l'objectif est d'aller vers le 100% digital. Maintenant, on est à pratiquement 3/4 de nos services sont digitalisés. Il reste surtout que de permettre aux gens de tout faire de leur bureau, sauf qu'il faut aussi que l'infrastructure nationale suive, surtout en matière de signature électronique, que les utilisateurs, que ce soit individuels, les commerçants par exemple, le métier libéral, et donc des signatures électroniques, ou aussi les entreprises et des moyens pour avoir des signatures électroniques et des clés de dépôt qui donnent la valeur probante d'un document électronique. Et si aussi on peut aller vers le smart contracting, ça veut dire aller vers tout ce qui est contrat électronique qui nous permet d'éliminer tout ce qui est papier. Ça, c'est l'objectif aussi du Registre national des entreprises dans les 2 ou 3 ans à venir. Alors, le fichier englobe 850 000 actuellement entreprises entre personnes physiques et personnes morales. Les enseignants du primaire ont observé ce mardi une grève générale à l'appel de la Fédération générale de l'enseignement de base relevant de l'UGTT. Selon le secrétaire général adjoint du syndicat, Arbel Azebi, cette action intervient en l'absence de dialogue avec le ministère de l'Éducation et le département des Affaires sociales. Les enseignants réclament depuis plus de 6 mois l'amélioration de leurs conditions de travail et la mise en œuvre des engagements pris par les autorités, dénonçant la suspension de la négociation. La Fédération de l'enseignement de base réclame la reprise du dialogue pour éviter toute escalade et garantir la stabilité de l'année scolaire.
L'Organisation tunisienne des jeunes médecins alerte sur le manque de sécurité dans les services d'urgence de l'hôpital universitaire Habib Bougatfa à Bizerte. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le TJM dénonce les agressions répétées contre le personnel de l'hôpital et tient la direction, les autorités régionales et le ministère de la Santé pour responsables de cette situation. Un rassemblement de protestation est prévu le 15 octobre à l'hôpital avec port du brassard rouge et maintien du service minimum afin de réclamer un environnement de travail sûr et la mise en œuvre des mesures promises. L'ALESCO réaffirme son engagement en faveur des droits des enfants autistes. L'organisation a tenu ce matin une journée d'études dédiée à l'inclusion des enfants autistes en milieu scolaire, rassemblant experts, éducateurs et décideurs pour identifier les obstacles et proposer des solutions concrètes. En Tunisie, où un enfant sur 100 est concerné par l'autisme, le ministère de la Famille déploie un programme visant à intégrer 1000 enfants autistes dans les crèches et jardins d'enfants. Ali Sakhoueja, chargé de la direction socio-animation du ministère de la Famille, au micro de Rajab Namara. On parle des enfants de catégorie 3, 4 à 5 ans. On les aide avec une allocation de 200 dinars qu'on accorde au jardin d'enfants pour assurer l'intégration de cet enfant au jardin d'enfants. On a fait bénéficier plus que 600 enfants. Pour l'année 2025, on compte avoir 1000 enfants ayant le trouble des spectres autistiques. Il y a aussi des manuels qu'on a mis à la disposition des parents ainsi que des professionnels. Ils peuvent les télécharger pour avoir des interventions qu'on peut faire pour améliorer la prise en charge de ces enfants. Aussi, on fait des formations très approfondies pour tout ce qui est le corps d'inspection, pour assurer la formation pour les animatrices et les directrices qui reçoivent ces enfants pour l'objectif d'améliorer la prise en charge de ces enfants. À l'échelle internationale, on parle d'une prévalence de 1 enfant qui a les signes du spectre autistique sur 100 enfants. Aussi, la Tunisie, elle est touchée par ce changement des conditions de santé. Un appel aux familles, dès que vous voyez une différence chez votre enfant, de la naissance, 6 mois à 1 année, passez aux professionnels pour intervenir précocement. Sur le plan de l'inclusion scolaire, les psychologues soulignent plusieurs difficultés. Parmi les principaux obstacles, le manque de coordination entre les acteurs concernés et l'absence d'une stratégie claire et unifiée pour assurer une inclusion efficace et durable. Imen Awishawi, psychologue scolaire principale au ministère de l'Éducation, elle intervient au micro de Rajab Namara. J'interviens dans les établissements scolaires. C'est pour le bien-être des enfants à besoins spécifiques, surtout les enfants autistes. Parmi les problèmes, les parents n'acceptent pas de faire l'inclusion scolaire des enfants à besoins spécifiques dans les classes ordinaires parce que c'est un problème de mentalité. Donc, il faut bien travailler sur le côté émotionnel, sur le côté empathique, sur le côté sensibilisation et plaidoyer. Un processus thérapeutique des enfants autistes, c'est un processus pluridisciplinaire. Tout ça, ça coûte cher pour les parents. Donc, il faut faire une cellule pour prise en charge psychologique, thérapeutique pour ces enfants. Il faut bien consacrer un budget national pour réaliser un processus thérapeutique bien défini, pour bien réussir l'inclusion scolaire et l'inclusion sociale de ces enfants de spectre de l'autisme. Retour au pays pour les derniers Tunisiens de la flottille Assoumoud. Les 15 derniers participants tunisiens détenus illégalement par l'entité sioniste depuis l'assaut du 2 octobre ont été rapatriés ce matin vers la Jordanie via le pont du roi Hussein. Selon l'avocate Najet Hedrij, les autorités jordaniennes ont accueilli le groupe à Ramen en présence des représentants diplomatiques tunisiens. Ces militants faisaient partie de plus de 400 activistes issus de 47 pays, arrêtés après l'interception de la flottille Assoumoud dans les eaux internationales au large de Gaza. L'équipe juridique a salué le travail de l'organisation Adel et des avocats mobilisés pour défendre les détenus face aux pressions exercées par les autorités de l'occupation. 2 ans, jour pour jour, après le lancement de l'attaque génocidaire de l'entité sioniste contre Gaza, le 7 octobre 2023, le territoire palestinien vit toujours l'un des chapitres les plus tragiques de l'histoire contemporaine. Le ministère palestinien de la Santé fait état de plus de 240 000 victimes entre martyrs, blessés ou personnes portées disparues, en majorité des enfants et des femmes, alors que l'enclave palestinienne s'enfonce dans un chaos marqué par une famine sans précédent et par la destruction massive des infrastructures. Ziad Madour, un des habitants de Gaza, décrit une machine de guerre sioniste qui ne cesse de semer la mort et de repousser chaque jour les limites de l'horreur. Témoignage recueilli par Insaf Zeri.
2 ans depuis le début de cette agression horrible. La situation est toujours terrible, notamment dans la ville de Gaza où j'habite, où les bombardements se poursuivent jour et nuit, malgré le plan de Trump et les négociations en Égypte. Mais pour le moment, sur le terrain, il y a toujours la famine, il y a toujours l'insécurité, il y a toujours l'angoisse, la peur, l'inquiétude. Et surtout, il y a la poursuite des bombardements et l'avancée des chars dans la ville de Gaza. Donc, situation terrible pour tout le peuple palestinien, notamment dans la ville de Gaza, qui est encerclée par les chars israéliens et qui est en train de subir des bombardements. Donc 2 ans terribles de bombardements intensifs, de l'insécurité, de la famine, de la pénurie de la nourriture, des médicaments, mais 2 ans de résilience d'un peuple courageux, d'un peuple digne qui continue à croire, qui continue à espérer, malgré donc l'horreur absolue. Pendant ce temps, la dynamique diplomatique s'active. Les négociations indirectes entre le mouvement de résistance Hamas et l'antité-sioniste pour mettre fin à la guerre à Gaza se poursuivent ce mardi en Égypte. La première session, tenue hier à Sharm el-Sheikh, a duré 4 heures et s'est déroulée dans un climat jugé positif par les sources palestiniennes. Le président américain Donald Trump a indiqué que le Hamas avait accepté certaines choses très importantes selon ses dires et exprimé sa confiance dans l'aboutissement d'un accord sur Gaza. Ces pourparlers basés sur le plan de 20 points proposé par Trump prévoient un cessez-le-feu, le retrait progressif des forces sionistes et l'échange des captifs israéliens contre des prisonniers palestiniens. Selon Rafat Bib, expert en géopolitique, le président américain Donald Trump cherche tout simplement à obtenir par la diplomatie ce qu'il n'a pas pu obtenir par la force. La lecture de Rafat Bib au micro d'Ansaf Zairi. Ce qui se passe aujourd'hui à Sharm el-Sheikh est le pendant politique de ce que les Palestiniens avaient entamé le 7 octobre 2023 en réalisant l'opération de al-Aqsa. Les pourparlers maintenant, bien sûr, sont en train d'avancer sur la question essentiellement d'échange de prisonniers, mais elles butent clairement sur les demandes et les exigences de Trump qui voudrait obtenir par la politique ce qu'il n'a pas pu obtenir par les armes. Après 2 ans de guerre dans laquelle Israël a mené toutes les formes de génocide sans aucune possibilité de l'arrêter. Bien au contraire, nous avons même remarqué que les États-Unis, l'Europe et beaucoup de pays occidentaux ont soutenu Israël dans son offre génocide à Gaza. Et pourtant, cette petite bande d'à peu près 360 km² a pu résister à l'armada israélienne et Israël n'a rien pu réaliser de ses objectifs originels. Bien évidemment, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu des destructions, mais tout ceci ne fait pas partie des objectifs militaires et stratégiques. Aujourd'hui, les États-Unis voudraient mettre fin au phénomène de la résistance dans l'ensemble de la région. Ils demandent aux factions de la résistance à Gaza de remettre les armes. De même, il fait la même chose avec le Hezbollah. Il va essayer, bien évidemment, dans les jours à venir, de soumettre à son diktat le Yémen. Et en ligne de mire, il reste l'Iran. Dans l'actualité sportive, la sélection tunisienne de football poursuit sa préparation à Tunis avant les 2 dernières rencontres de la phase éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, prévues les 10 et 13 courants face à Sao Tomé et Principe, puis à la Namibie. Le sélectionneur national Sami Trablsi a procédé hier à un ajustement dans son effectif avec la convocation de Emin Cherni, défenseur du club turc de Göztepe, en remplacement de Mortada Benouanes, contraint de déclarer forfait pour cause de blessure. Les prévisions météo avant de vous quitter. Le temps est densément nuageux ce mardi avec quelques pluies faibles et éparses sur les régions côtières, tandis que le reste du pays connaîtra des passages nuageux. Le vent soufflera généralement modéré à relativement fort sur les côtes et la mer sera houleuse au nord et dans le golfe de Hammamet et agitée ailleurs. Côté température, les maximales sont comprises entre 23 et 29 degrés et autour de 20 degrés sur les hauteurs de l'ouest. Ce journal touche à sa fin. Un bref rappel de ces titres. Le gouverneur de la Banque centrale reçu hier à Carthage, le président Kais Saied met en garde contre les flux financiers suspects et affirme la poursuite de la lutte contre les transferts d'argent non contrôlés. Grève générale ce mardi des enseignants du primaire sur fond de revendications professionnelles. La Fédération de l'enseignement de base réclame la reprise du dialogue avec le ministère. L'organisation des jeunes médecins alerte sur les agressions répétées contre le personnel à Bizerte. Un rassemblement est prévu le 15 octobre pour réclamer un environnement de travail sûr. Rapatriement des derniers Tunisiens de la flottille à Soumoud, les 15 participants détenus par l'entité sioniste sont rentrés ce mardi en Jordanie.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était Tarek Drissi à la technique, Rim Trabelsi côté web et Sofiane Benjima et Ziad Mahjoub au micro. Bonne suite de programme sur les ondes de RTCI.